Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Il est à la tête de ce parti depuis sa création en 1992. Avec lui, nous allons feuilleter l'actualité nationale et internationale, les questions de l'heure. Vous avez compris qu'à bâton rompu, nous allons passer d'un sujet à un autre. Bonsoir Clément Mirassa. Bonsoir. Alors, vous allez bien sur notre plateau de Top TV? Je vous en remercie. Alors, d'accord, vous allez nous dire, avez-vous pris part aux festivités marquant la fête nationale le 15 août? Je n'ai jamais été invité. Je pense que pour que j'y prenne part, il faut que je sois invité. Je n'ai jamais été invité. Mais vous êtes un citoyen congolais, vous pensez que pour participer à cette fête, il faut être invité ou pour quelle raison? Je suppose que si je me déplace pour Sibiti, il faut que j'ai l'assurance que j'aurai une place pour suivre les défilés. Je ne peux pas aller à Sibiti pour dormir dans une chambre et me dire que j'ai été à une fête nationale. Non, je n'ai pas été invité. Il y a certains Congolais qui pensent que c'est votre boycott, un boycott de votre part, non, depuis les 50 ans d'indépendance du Congo. Quand on gère l'État, on n'agit pas comme ça. Et c'est l'un des rares pays où on n'a pas de considération pour l'opposition. C'est d'ailleurs dommage. Alors, nous allons commencer avec le dernier sommet USA-Afrique. Vous connaissez les conclusions certainement. D'abord, quelle lecture faites-vous d'abord la tenue de l'organisation de ce sommet USA-Afrique? Les participants ont dit que c'est un sommet historique. Il a été très bien organisé. Il a pris en compte un certain nombre de préoccupations qui touchent le monde, qui intéressent l'Afrique. Et je crois que ce sommet a parfaitement réussi. Il s'agit maintenant de voir quelles seront les retombées, quelles seront les suites. Il y a le président Barack Obama, surtout le secrétaire d'État américain, qui ont pointé du doigt, on peut dire indirectement, les pays africains et qui pensent, qui ont la tentation de changer les constitutions. Vous pensez que les Occidentaux ou encore les Américains, le président Barack Obama, a vraiment raison d'agir de la sorte, de s'immiscer dans les affaires des États aussi souverains comme... Je vous dirais franchement que c'est une affaire qui me gêne. Pourquoi? Les États africains ont adopté des textes. Ils ont adopté des constitutions. Et la constitution, c'est une institution forte. Mais il est dommage que ce soit les Occidentaux qui rappellent aux dirigeants africains qu'ils doivent respecter leurs propres textes. Parce que ce que le président Obama dit de l'extérieur, c'est ce que nous pensons à l'intérieur. Quand nous prenons le cas de notre pays, nous avons une constitution que nous avons élaborée, qui a été votée par un référendum à 84,50%. Et notre obligation, c'est de respecter cette constitution. Alors, quand le président Obama fait cette remarque, j'avoue qu'en tant qu'Africain, je suis gêné. Nous allons parler de la Constitution tout à l'heure. Restons sur le sommet USA-Afrique. L'Amérique va investir, le président Obama l'a annoncé, en Afrique avec plus de 33 milliards de dollars. Et pensez-vous qu'avec le projet AGOA et Power, pour l'électrification de l'Afrique, alors que dites-vous de ce projet? Nous savons que AGOA existe depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer les choses, ça va amener l'Afrique au vrai développement? Vous savez, quand on parle de l'Afrique, on parle du retard. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, l'image de l'Afrique aujourd'hui est associée aux conflits, aux maladies, à la malgouvernance, à la mauvaise organisation des élections, à toute une série de problèmes que les Africains n'arrivent pas à résoudre. Et l'un des problèmes qui me préoccupe au plan africain, c'est la sécurité. Vous voyez, quand il s'est passé ce qui s'est passé au Mali, l'Afrique a été incapable de se mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire malien. Et il a fallu que ce soit la France qui prenne l'engagement de le faire. Dans notre sous-région, reconnaissons que si la France n'avait pas intervenu en République centrafricaine, aujourd'hui on ne parlerait pas de la République centrafricaine. Alors vous avez d'un côté des gens qui pleurent leur souveraineté et de l'autre leur incapacité à défendre les fondamentaux même de nos différents États. Et c'est ça qui est très grave. On a parlé de la force d'intervention rapide. Franchement, regardez ce qui s'est passé à Bangui. Si on devait attendre une telle force africaine, aujourd'hui, Bangui, je crois... Mais selon vous, qu'est-ce qui maintient l'Afrique dans cet état, on peut dire, de faiblesse? Parce que vous, tout à l'heure, vous avez aussi apprécié positivement le sommet USA-Afrique, mais il y a certains Congolais ou certains Africains qui pensent qu'il ne fallait pas
que les chefs d'État africains se déplacent comme des moutons de Panurge. Il fallait quand même arriver à un moment où l'Europe ou l'Occident se déplacent pour l'Afrique. On a donné à l'Afrique l'image de ce continent qui pleure pour l'aide, qui pleure pour l'assistance, pour avancer. Et c'est dommage. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de vous, les hommes politiques, qui continuent de s'entredéchirer, à créer la zizanie, les guerres à chaque fois? C'est à cause de Mais vous les aussi. guerres sont créées par quoi? Les guerres sont créées par la malgouvernance, par les problèmes de répartition équitable de la richesse nationale, par le fait que les gens s'agrippent au pouvoir. Monsieur le journaliste, l'Afrique est le continent où les dirigeants mettent le plus de temps au pouvoir. Malheureusement, l'Afrique est le continent où tous les jours davantage. Mais pourquoi pensez-vous qu'il faut vraiment qu'il y ait l'alternance, comme on dit? Pourquoi pensez-vous qu'il faut changer de temps en temps si celui qui est là travaille bien? On peut prendre l'exemple de Nelson Mandela, qui aujourd'hui est adulé par toute l'Afrique, par tout le monde entier. Mais s'il y avait encore Mandela, pensez-vous qu'il fallait changer un tel homme? Ça me fait sourire quand vous parlez de Mandela. Pourquoi? Regardez cette icône, ce symbole africain, qui aura passé 27 ans en prison, mais qui, une fois sorti de prison, lorsqu'il accède au pouvoir, n'accepte de ne réaliser qu'un seul mandat présidentiel. Combien d'Africains sont capables de suivre cet exemple? Et puis ce que vous dites, non, il faut sortir de ces raisonnements. Il y a dans une société des lois et des règlements. Si les habitants ne peuvent pas respecter les lois et les règlements d'une société, c'est la jungle, c'est la République bananière. Les lois peuvent aussi être donc non, parce que ce que vous dites, quand vous dites quelqu'un travaille bien, vous pensez que Bill Clinton a mal travaillé aux États-Unis? Vous pensez aussi que Bill Clinton n'a pas vraiment envie de revenir à la tête des États-Unis? Il ne peut pas, possible. Il ne peut pas revenir parce que Bill Clinton observe et respecte les lois et règlements de sa République. Et il respecte sa République. Il respecte les Américains. Et ce serait dommage, parce que quand vous dites un homme a bien travaillé, qui a bien travaillé, Denis Sassou Nguesso, je peux vous donner quelques indicateurs. Je vais choquer certains. Mais lorsqu'on dit que l'indice de perception de la corruption de ce pays est de 2,60% et que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, ça veut dire quoi? Votre discours sur l'émergence ne tient pas. Vous n'allez pas vous développer si vous ne luttez pas contre la corruption. Je prends un autre indice. Lorsqu'on dit que notre indice de démocratie est de 2,89, nous sommes un pays à régime autoritaire. Nous n'organisons pas des élections libres, démocratiques et transparentes. Il faut être honnête pour reconnaître que les pays qui ont fait les progrès les plus remarquables sont les pays qui vivent dans une véritable démocratie, ce qui n'est pas le cas ici. Alors ici, on a choisi, on interdit à l'opposition de passer sur les médias d'État. Dieu merci, j'arrive à passer chez vous. Et on utilise ces médias pour faire le culte de la personnalité. C'est vous qui le dites. Hein. Dites-nous, on a l'impression que vous êtes toujours dans un déni sempiternel de l'activité gouvernementale, surtout du président Sassou. Et il y a des Congolais, même les étrangers, qui aujourd'hui acceptent que le Congo se développe, contrairement à ce que vous dites. Mais dites-nous pourquoi vous êtes toujours dans cette position de dire non, non, même là où quelque chose est fait. Monsieur le journaliste, je ne suis pas un béni oui-oui. Je ne suis pas un béni oui-oui, je suis un cadre et j'ai une capacité d'analyse. Prenez ce que le professeur Mélin dit du président Sassou. Il dit quoi? C'est son conseiller. Je conseille au président Sassou de sortir en 2016 par la grande porte. Et s'il y avait un problème de constitution, je laisse qu'il laisse le soin à son successeur de s'occuper de ça. Quand vous parlez du bilan du président Sassou, il y a un fait déjà important. Il y a un fait important. Il y a eu une conférence nationale dans ce pays. Nous avons retenu des orientations. L'une des orientations fortes de la conférence nationale, c'est l'alternance démocratique. Et dans le cadre de cette alternance démocratique, nous avons retenu le principe de la limitation des 2 mandats. Il serait scandaleux, après que la Constitution de mars 92... Le sujet que vous abordez, l'exemple que vous prenez n'a rien à voir avec le développement du Congo. Non, si vous voulez parler du développement, si vous voulez parler du développement, puisque vous parlez des étrangers, revenons au développement. Aujourd'hui, il y a des étrangers de temps en temps qui arrivent au Congo pour investir.
Nous avons plusieurs entreprises ici à Brazzaville. Quand vous allez à l'intérieur du pays, même dans votre département, dans les plateaux, il y a les routes qui sont construites, il y a aujourd'hui des infrastructures. Alors vous êtes dans une position, je reviens sur ça, de non, de toujours non. Est-ce que quelque part, on ne peut pas assimiler, penser que vous avez un problème direct avec le président Sassou? Mais je n'ai pas de problème direct. Je suis heureux d'ailleurs que vous abordez cette question pour que les Congolais comprennent. Depuis 2002, l'État congolais aura engrangé près de 30 000 milliards de francs CFA. Vous pensez que ce qui a été fait correspond à cela? Je vous dis non. Et vous avez quelle preuve pour quand vous dites non? Mais je vous donne deux exemples. Ouais. Je vous en donne deux. On pourrait en citer plusieurs. Je vous en donne deux. Vous prenez le bout de tronçon qui part de la route de 10 maisons à l'aéroport, 2 km 800. Il a coûté plus de 9 milliards, c'est-à-dire plus de 3 milliards de kilomètres. C'est scandaleux. Si vous avez... Ce qui est scandaleux, c'est la voie qui Mais est mal faite. Le fait qu'un kilomètre de route coûte 3 milliards est scandaleux et inacceptable. Ça veut dire qu'il y a vol, il y a détournement et il y a l'acceptation de ça. Vous parlez de vol, vous parlez de détournement, mais la voie est là, la route construite. Mais la voie est là, regardons le coût. Maintenant, je vous cite un autre exemple. Le Canard enchaîné qui venait de sortir a fait une révélation fantastique. Un puits de forage d'eau au Congo coûte près de 49 millions de francs CFA. Un pays plein d'eau. Alors que dans les pays désertiques, dans les pays sahéliens, au maximum, le même puits coûte 7 millions. Le Canard enchaîné existe. Et quand ces informations sont données, nous sommes frappés par quoi? Mais par le silence curieux du pouvoir, qui ne réagit pas, donc qui est complice de cette situation. Et pendant que ça se passe, monsieur le journaliste, les étrangers viennent. Sont-ils informés qu'au lycée Thomas Sankara, il y a des classes de terminale qui ont 240 élèves? Sont-ils informés que dans un pays pétrolier, forestier comme le Congo, il y a des écoles qui n'ont pas de table-banc? Vous savez au moins que le ministre Elo Mampouya a constaté qu'il manquait 14 000 enseignants. Vous savez que le ministre Zoniabe a constaté qu'il manquait 900 enseignants. Et combien on recrute comme fonctionnaire dans la fonction publique en 2014? Même pas 2000 agents. Et quand vous regardez le quota qui revient au ministre Mampouya, c'est 50. Non, c'est rigolo. Et dans le même temps, un pays comme Madagascar, bien moins riche que le Congo, on a suivi sur RFI, venait de recruter 10 000 enseignants. Et lorsqu'on dit qu'on va aller à l'émergence, que le président Sassou a réussi, moi je dis, c'est dommage et c'est triste pour le pays. Parce que le premier échec du président Sassou vient de quoi? Il faut qu'on le dise franchement au président Sassou. Le premier échec du président Sassou vient de ce que le président Sassou a brandi, qu'on a fait la guerre du 5 juin, parce qu'il fallait remettre la démocratie sur les rails. Le président Sassou est venu. Et depuis que le président Sassou est là, il ne respecte pas les lois et règlements de la République. Et quand vous dites qu'il ne respecte pas, pourquoi vous le dites? Mais il viole. À la fin de son mais mandat. Il viole. Mais attendez. Mais je ne pousse pas. C'est pas moi. La loi est là. Le président Sassou sort en 2007. Le président Sassou sort en 2007. Ouais. Maintenant, quand je parle de violation, c'est qu'il y a déjà un fait grave. Ouais. Mais je vous cite deux articles. Vous prenez l'article 48. L'article 48 dit quoi? Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique doit déclarer son patrimoine. Et il est même dit que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance de ses fonctions. C'est clair. Et vous avez un président de la République qui, depuis 2002, donc depuis l'entrée en vigueur de cette constitution, n'a jamais déclaré ses biens. Deuxième exemple que je vais vous prendre. Vous avez l'article 72 qui interdit au président de la République d'être responsable dans un parti politique. Mais il n'est pas responsable. Il est président du comité central. Il n'agit pas au nom du parti congolais. Il est président. Il n'engage pas le parti nulle part. Mais je ne sais pas comment ça se passe au parti congolais du travail. Le président Sassou. Tous les Congolais le savent. Le président Sassou est président du comité central du Parti congolais du travail. Je vous prends ces exemples. On peut continuer comme ça. Je peux prendre l'article 50 qui contraint tout citoyen à respecter les lois et règlements de la République. Et quand je prends par exemple l'organisation des élections, puisque vous voulez qu'on cite ces exemples,
Et je souhaite prendre les exemples. On va parler des élections tout à l'heure. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez, on peut dire, un cœur blanc, les mains propres, hein, que vous n'avez pas été dans ce que vous citez. On a l'impression aussi, quand nous faisons la lecture, nous comprenons que ce que nous vivons aujourd'hui, vous avez parlé du système éducatif qui est malade, vous avez cité beaucoup de choses, mais le président de la République aujourd'hui réalise quand même beaucoup de choses. Il a injecté plus de 10 milliards de francs CFA pour améliorer le système éducatif. Il y a des écoles d'excellence qui se construisent par-ci, par-là. Il y a même l'université Marine Gouabi, des amphis en construction. Alors, vous ne reconnaissez pas toujours cela. Moi, la question que je vous pose, la question, vous étiez ministre du Commerce à l'époque, 92. Oui. Vous étiez ministre du Développement industriel, de la pêche. Oui. Est-ce que la situation n'a pas changé par rapport à votre époque? Non, ce que je vais vous dire, c'est une chose. Vous me dites à moi que je crois avoir les mains blanches. Qui gère le système d'impunité? C'est le président Sassou. S'il y a des vols, et je vais vous retourner une chose. Quand vous lisez le discours d'investiture du président Sassou en 2009, il dit quoi? Le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de vol, de détournement de deniers publics, de fraude, de concussion et autres. Et il précise, là, ce sont les dirigeants qui sont interpellés. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les grands vols sont opérés par les membres du gouvernement, par les responsables, mais dans l'impunité totale. Et moi, j'ai été ministre. Oui, ministre du Commerce. J'ai été ministre sous la transition. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire, on peut dire, la cherté de la vie? Alors, moi, ce qui me fait dire, parce que ça me fait penser au slogan que le président Sassou a lancé, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Donc, vous voulez dire s'il n'a pas réussi, c'est moi qui suis responsable? Non, je n'ai aucune responsabilité. J'ai été ministre du Commerce. Ce n'est pas à moi d'être juge et parti. Je ne veux pas faire ce que les dirigeants actuels font, de se situer dans la partie juge et parti. J'ai posé des actes. C'est aux organes de contrôle de m'apprécier. Si j'ai volé, mais je vous dis, je n'ai pas volé. J'ai été à l'industrie. Personne ne le dira s'il a volé. Personne. Oui, personne. Mais il y a des organes de contrôle. Quand le président... Mais je vous dis par exemple, quand je vous cite l'exemple du bout de la route, mais je sens bien qu'il y a problème. Pourquoi il n'y a pas un organe de contrôle qui s'en occupe? Je vois Monsieur Longo qui passe maintenant de ministère en ministère. J'ai vu un pauvre citoyen qui a été menotté, je crois, entraîné, parce qu'il semble que ça commence à frémir, à bouger un peu. Mais ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Je vous dis, en ce qui me concerne, en matière de vol ou de détournement, j'ai travaillé, j'en suis parti. Les organes de contrôle étaient libres de faire, mais je vous assure, j'ai la conscience. Est-ce que par rapport à votre temps, quand vous étiez ministre et aujourd'hui, rien n'a changé? Rien n'a changé, c'est-à-dire? On parle du ministère du Commerce et rien n'a changé. Mais écoutez, si le budget de l'État engrange 30 000 milliards pendant le temps sous le président Sassou, vous savez combien d'argent le président Lissouba a engrangé pendant 5 ans? Ça veut dire que les résultats... Non, attendez, vous savez combien le président Lissouba a engrangé pendant 5 ans? 2 000 milliards. C'est en moyenne 400 milliards par an. Ce n'est pas la même chose que le président Sassou. Vous ne pouvez pas reprocher au président Lissouba. On peut dire qu'il y a changement, il y a satisfaction. Mais si vous êtes président de la République avec un projet de société que vous avez proposé aux Congolais et que vous avez les moyens de réaliser, mais les Congolais constatent que ce que vous réalisez est très en deçà de ce qui devait se faire, et qu'il y a des problèmes réels au niveau de la gestion de la chose publique. Clément Mirassa, il y a le projet de loi du budget réajusté au niveau au Parlement. Le gouvernement l'a déjà adopté. Il reste donc le Parlement. Certainement, le Parlement l'adoptera aussi. Alors, nous voulons savoir quelle lecture, qu'est-ce que vous dites du budget réajusté? C'est un scandale. C'est un scandale. Vous savez, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est un instrument de politique économique à court terme, sur un an. Lorsque j'entends dire, sur un projet comme celui du stade, que l'inscription était de près de